Le titre constitue l'essentiel de cette édition d'information. D'abord, les nouveaux bacheliers qui ont été édifiés sur les formations proposées par le groupe ESAM. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le directeur de cette école supérieure. Vous en saurez davantage dans quelques instants avec Arnaud Babekoun. Puis, le ministre des Sports, agissant en maître des lieux depuis son arrivée à la tête de cette administration, le tour est revenu au président des fédérations sportives pour une prise de contact. Euphrem Biyogo Edzo nous en fera l'écho. Bonsoir à tous et merci encore de votre fidélité. Allons d'abord dans le volet social, notamment dans la province de l'Ogooué maritime, à travers des odeurs issues d'un troupeau de bétail élevé non loin de la route principale. C'est au quartier Ntchengue. Ces odeurs gêneraient les populations environnantes. Je ne vous en dis pas plus. Allons-y en savoir davantage dans ce reportage de Dorothée Karine Aoré de Média Plus. Lycée Banzanza, en allant vers la mosquée, précisément l'espace occupé par les vendeurs de bétail, une odeur se dégage. Celle-ci ne laisse pas les usagers de cette voie indifférents, au point de provoquer la colère de certains. Ça fait plaisir que vous voyez un troupeau de moutons qu'on arrive à faire au milieu des Gabonais comme ça. Dès que tu passes, vraiment, tu aspires vraiment les mauvaises odeurs, vous pensez que ça fait normal pour une population dans une belle ville comme Port-Gentil. Pourquoi ne pas se déplacer et prendre les troupeaux de moutons là, amener même en forêt, et ils doivent faire une route pour que les Gabonais puissent acheter au moins les moutons en forêt. Mais en pleine ville, ça fait normal. Vous passez, vous aspirez les mauvaises odeurs, vous passez, vous aspirez les mauvaises odeurs. Mais ça ne fait pas bien pour les Gabonais. Sérieusement, ça fait mauvaise impression. Comme si l'État ne voit même pas que les conditions de ces moutons-là doivent être en forêt. Pour d'autres, cette situation n'est pas si dramatique. Quand on voit le mouton en bruit de route, c'est pas effectivement normal, mais du coup, il faut comprendre que c'est juste pour un temps. C'est pas un truc qu'on doit dire que c'est un truc qui continue chaque jour, de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine. C'est un truc en passant, ça vient année par année, donc je ne vois pas pourquoi on va se plaindre de ça. Il y a des choses plus importantes à faire, à s'occuper, à penser que devant des moutons en bruit de route. Donc je ne vois pas où est le mal en ça. Le responsable de ces bêtes donne ici les causes de cette odeur. Il n'y a personne qui nous a permis de vendre. Le mouton, c'est comme tout le marchandise. Ce sont des animaux, bien sûr, mais les animaux ne sont pas comme des autres. Les gens disent qu'ils sentent, mais ils ne sentent pas. Parce que les moutons, on les lave, l'eau et savon. Et leur caca là, il n'y a pas un mouton qui sent là. Bon, je ne sais pas, peut-être l'odeur. Les gens disent que l'odeur, mais l'odeur, c'est les urines. Quand ils passent sans les urines, mais sinon pas, les moutons sont bien propres. Et les moutons, ce sont des animaux domestiques. Et le mouton, tu peux le laver, l'eau et savon. Il est là tranquille, il n'aime pas la saleté. L'endroit là, il dort, il faut qu'il soit propre. Le matin, on va aller là, il dort là, tous les caca là, on va. L'issue de cette situation trouvera solution auprès du service provincial de l'agriculture et de l'élevage. Parlons vie des entreprises à présent, toujours dans la capitale économique. Le directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon était en visite de travail dans cette localité, une visite au cours de laquelle il a procédé à la vérification des installations de la nouvelle centrale thermique. Un reportage mené ici par nos confrères de Média Plus. C'est accompagné du responsable du département opération nouvellement créé au sein de l'entreprise que le directeur général de la SEG, Antoine Beau, a débuté sa visite des installations à la centrale thermique de Port-Gentil. Accompagné du directeur région littorale, Turiaf Itougou, et de quelques responsables techniciens, le patron de la Société d'énergie et d'eau aura fait le point des indicateurs de production de l'unité. Puis, conformément à l'usage protocolaire, des visites ont été effectuées auprès des autorités administratives et politiques, en l'occurrence le gouverneur de province et le maire de la commune de Port-Gentil, pour quelques échanges. Nous sommes venus avec la direction générale de la SEG à Port-Gentil de façon à faire le point sur l'ensemble des projets de la SEG sur la ville de Port-Gentil. Donc ça nous a donné l'occasion de faire le point de nos dossiers avec monsieur le gouverneur et maintenant avec monsieur le maire. Et c'est bien évidemment très important de faire le point de l'avancement de ces dossiers.
Donc les dossiers dont nous avons pu parler, c'est d'abord le dossier de l'électricité, puisque, comme vous le savez, il y a une nouvelle centrale thermique qui a été construite sur le Cap Lopez. Et donc les travaux doivent se terminer bientôt. Et nous souhaitons là, bien évidemment, que ces travaux se terminent le plus vite possible, de façon à assurer la continuité du service public de l'électricité sur Port-Gentil. Le secteur eau n'étant pas en reste, d'importants investissements devant être réalisés. Donc la SEG a également prévu de faire des travaux sur la ville de Port-Gentil, de façon à modifier le schéma hydraulique et à améliorer la pression de l'eau pour l'ensemble des habitants de la ville de Port-Gentil. Donc ces travaux vont bientôt démarrer et on peut dire que dans 6 mois, donc on aura sur certains quartiers une amélioration de la pression en eau disponible pour la population. Une séance de travail au siège de la direction région littorale avec les différents responsables du département a permis de situer à nouveau chacun sur le plan d'action de la direction pour continuer à garantir la qualité de service à la clientèle. De retour à Libreville, soulever la problématique des démarcheurs de maisons à louer, une profession mise à l'index et plutôt mal perçue par la population gabonaise. Quelles en sont les raisons? Allons-y le découvrir ensemble dans cet élément de Psaume Ayant et Jean-Luc Bourrebou. Le métier de démarcheur au Gabon dans le secteur de l'immobilier est très en vogue depuis quelque temps, mais souvent mal perçu en ce sens que d'aucuns y voient un réseau organisé d'arnaqueurs. Pourtant, lorsque l'on est à la recherche d'un logement et qu'on n'a pas le temps de parcourir les différents quartiers, on fait appel à un démarcheur. Mais le risque d'avoir affaire à des arnaqueurs n'est pas exclu. Dès lors que si le démarcheur a effectivement l'aval du propriétaire, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, on se rend compte qu'à Libreville, il y a tellement de démarcheurs, sinon des affiches, qui, ma foi, ces derniers font des démarches sans pour autant consulter les propriétaires des maisons. Et ça rentre dans le cadre du banditisme, pur et simplement parce que quelqu'un qui prend le risque, qui prend le plaisir à aller faire démarcher une maison qui n'a pas l'aval du propriétaire, c'est du banditisme pur et simple. C'est des gens qui méritent d'être mis aux mains de la justice, moi je pense, à mon humble avis. Sinon, après, voilà quoi. À Libreville, parce que vraiment, comme j'ai loué à majorité des maisons que j'ai louées comme ça, j'ai donné les cautions. Quand j'ai pas, on me rembourse jamais. On me dit toujours après demain, viens à 1 mois. Moi je reviens, jamais. Donc ce n'est pas vraiment une bonne idée. C'est bien quand tu viens, tu payes ton mois, quand tu termines, tu pars, c'est tout. Ceux-là déjà qui sont venus près de moi m'ont toujours dit que pour aller visiter, juste visiter, simple fait de visiter, c'est 5 000. On ne sait pas si c'est, puisqu'il y a déjà des affiches, nous on peut directement appeler, mais quand ils viennent dire 5 000 pour visiter, ça c'est pas normal, c'est de l'escroquerie. Pour ces derniers, il faudrait mettre un terme à ce genre de pratiques qui ne favorisent en rien les logements des Gabonais. Pourquoi pas se tourner du côté des agences immobilières aptes pour cela et dans le même sens régulariser ces démarcheurs afin de permettre à la population de se sentir en toute sécurité et à l'abri de toute arnaque. C'est une très bonne chose parce que bon, généralement, ils n'ont peut-être pas du temps de se déplacer et faire des marches dans la maison. Mais si et seulement s'il s'avère que c'est important, il faut bien prendre toutes les dispositions possibles. Donner les responsabilités aux personnes nobles, sérieuses, qui, ma foi, prennent ce métier par le corps parce qu'il n'y a pas de ce métier, dit-on. Maintenant, si ces démarcheurs-là sont sérieux, je pense qu'il faut les confier des responsabilités un peu plus étroites. À partir de ce moment, je pense que nous, les locataires, on serait peut-être tentés de temps en temps de faire appel à ce genre de démarcheurs. Mais si et seulement s'ils ne sont pas sérieux, je pense qu'on serait obligé de se débrouiller même à chercher au louer. Et puis voilà quoi. Quand tu prends la maison, tu paies la moitié. Non, c'est pas bien. Ça fait pas responsable en fait. Je pense que peut-être dire, bon, si moi je vous amène, vous me payez le taxi, c'est compréhensible. Mais demander d'abord une somme avant la visite, et quand tu pars, c'est peut-être pas ça, c'est pas bien. En fait, c'est pas de notre pays, c'est peut-être pas bien. Honnêtement, ce sont des pratiques qui doivent s'arrêter. Ça fait pas beau pour notre cher pays, le Gabon. Voilà. Dans tous les cas, que chacun prenne ses responsabilités. Un regard est tourné du côté des autorités afin de prendre les mesures qui sied pour remédier à cette situation.
enseignement supérieur, la rentrée académique 2017-2018, les grandes écoles s'activent et le groupe ESAM-IUSD n'a pas failli à son devoir de communication en tout début d'année universitaire et pour mieux présenter aux postulants les atouts de formation dont dispose cette école supérieure. C'est le directeur général de cette école qui s'en est fait cet exercice. Reportage. Grâce aux étudiants venus d'autres facultés et aux bacheliers de la session 2017, à la quête d'une meilleure formation qui passe nécessairement par le choix du cadre où s'offrit celle-ci, le directeur général des ESAM-IUSD, entouré des professeurs Jean-François Ouaille et Keïta de la direction des études, a animé une conférence de presse dont l'exposé portait sur les atouts en termes de formation et d'opportunités de stage dont dispose cette école. Sur des apprentissages progressifs et confirmés, mais également sur la créativité productive, aboutissant à un solide développement personnel et de l'étudiant bien sûr. Et la promotion de l'esprit entrepreneurial privilégie le savoir-faire ou aussi le savoir-être. Cet après-midi, nos étudiants prennent le bus et se rendent dans les studios pour apprendre la pratique. Comment parler à la télévision, comment parler devant un micro de radio, comment écrire pour ce qui concerne la presse écrite. Donc ça, ce qui fait que ESAM aujourd'hui devienne la première grande école qui forme réellement les journalistes au métier que je viens de citer. C'est pour rendre tous ces diplômés dynamiques, compétents et surtout leur permet de pallier à la contrainte souvent exigée par les entreprises. Lorsque vous regardez dans tous les médias qui demandent souvent des profils, vous allez constater qu'il y a une contrainte qui est souvent amenée. C'est celle de savoir, nous voulons un profil donné, mais avec expérience. Comment l'on peut à la fois être dans les salles de classe, dans des amphis et avoir une expérience professionnelle? Pour répondre à cela, le groupe ESAM-IUSD, à travers ses partenariats, permet justement à ces apprenants d'à la fois être à l'école, mais aussi être dans soit les studios, dans les cabinets comptables, pour finalement avoir la capacité de répondre immédiatement aux besoins des entreprises. C'est une aventure nationale de formation qui voit le jour au début de l'année 2002 et l'école est restée constante tant par la qualité des offres de formation multiformes que par l'excellence du réseau de partenaires qui l'accompagnent durant le processus de formation, a précisé le directeur général de cette école supérieure lors de son allocution. Rappelons tout simplement que c'est devenu une coutume pour le groupe ESAM-IUSD, ceci pour une meilleure visibilité. Actualité hors de nos frontières, à présent en Europe, notamment en France, des manifestations contre la réforme de la loi travail ont éclaté depuis la place de la Bastille. Pour ces manifestants, le bras de fer ne fait que commencer. Presse internationale. À mi-parcours, le cortège est plusieurs fois interrompu. Un groupe d'individus avance visage masqué. Des projectiles sont lancés sur les forces de l'ordre qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Plus tôt, le défilé s'est lancé dans le calme depuis la place de la Bastille. Retraités, salariés du privé ou du public, tous sont mobilisés pour faire entendre leur voix. Le bras de fer est bel et bien engagé contre les ordonnances du Code du travail. Macron, il se retrousse les manches pour imposer des choses aux travailleurs qui sont mauvaises et bonnes pour les entreprises. Voilà. Il défend les gens qui ont l'argent. Les personnels soignants sont en souffrance, donc on demande, Monsieur Macron, venez faire un tour avec nous, passez une journée avec nous, vous verrez nos conditions de travail qui sont de plus en plus pénibles, et puis les conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées. Mobiliser aussi les syndicats de cheminots, inquiets depuis l'annonce cet été d'une réforme de leur régime de retraite. S'il fallait bloquer le pays, en cas de souci, on le ferait. S'il fallait refaire des grèves comme en 95, si les cheminots et les salariés sont avec nous, on le fera. Et on appelle aussi tous les étudiants à se mettre en grève. Même détermination du côté du gouvernement. Malgré la contestation, il l'assure, la réforme sera menée à bien. Le bras de fer ne fait donc que commencer. Le secrétaire général de la CGT appelle déjà une nouvelle mobilisation le 21 septembre prochain
veille de la présentation des ordonnances au Conseil des ministres. Nous restons en France. Après le passage de l'ouragan Irma sur l'île Saint-Martin, le retour absolu à la vie normale reste la priorité de l'équipe gouvernementale d'Emmanuel Macron. Presse internationale. Le village de Grand Case, juste à côté de l'aéroport de Saint-Martin, c'était jusque-là un petit paradis. C'est le village typique de Saint-Martin, c'est le village gastronomique de Saint-Martin. C'était le lieu touristique qui est complètement anéanti. Emmanuel Macron découvre les ravages causés par l'ouragan. Presque toutes les maisons sont à terre. Quelques échanges avec des habitants désespérés ou en colère face au manque de réaction de l'État. On est dans un pays un petit peu, il n'y a pas de sécurité. Je dis juste, je vais vous dire deux choses simples. Il n'y a jamais eu un événement météorologique de cette ampleur mesurée. Jamais. Vous attendiez à cela, Monsieur le Président? Écoutez, je m'attendais à ce que ce soit très, très dur, mais oui. Il y a des gens qui se sont vus mourir, il y a des gens qui ont parfois perdu des proches, qui n'ont plus de nouvelles d'eux, il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui ont peur. Retour de l'eau potable d'ici 10 jours, de l'électricité dans les lieux sensibles. Les écoles seront rouvertes au plus vite. Emmanuel Macron a pris des engagements aujourd'hui. Les habitants de Saint-Martin attendent de voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il est là pour nous aider. Ouais. Vous avez confiance ou pas? Reste à voir. On va reconstruire, on a l'habitude avec ça, mais la seule chose, c'est cette fois-ci... Il vous a promis une reconstruction de l'école? Oui. Ce soir, Emmanuel Macron a prévu d'accompagner les forces de l'ordre qui patrouillent pour lutter contre les pillages. Pendant ce temps, indifférente à la visite du chef de l'État, des centaines de personnes attendaient toujours d'être évacuées de l'île, devenue pour elles invivable. Et dans le volet sport de ce journal, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré les présidents des fédérations sportives pour une prise de contact depuis son arrivée au sein de ce département. C'est la toute première rencontre du genre. Retrouvons Euphrem Biyogo-Edzo et Fleury Asiondo dans ce reportage. La dizaine de fédérations sportives que compte le Gabon a notamment répondu favorablement à l'appel de leurs responsables de tutelle pour le compte d'une séance de travail, laquelle rentre également dans la prise de contact entre les présidents des dites fédérations sportives et Mathias Utunga Sibadjo. Cette rencontre qui n'avait rien à voir avec les précédentes, tenue par celle qui a désormais la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale, a permis à ces derniers d'observer le bicéphalisme qui est légion au sein de ces institutions, ce qui porte à croire que le nouveau venu a le pain sur la planche, en jugé par ses comportements jugés honteux, des burebis se disputant la présidence des fédérations sportives, à l'exemple du cyclisme. Monsieur Jean-Bruno, je vous remercie. Le doyen que vous connaissez tous, je suis le président de la Fédération camerounaise de cyclisme. En bien même ici, certaines personnes me regardent peut-être d'un air curieux. Je suis accompagné de mon deuxième vice-président, M. Moïse Ribari, ici présent. Merci, M. le ministre. Ne sont pas exemples de tout reproche également les fédérations de taekwondo, kickboxing et judo. Les responsables traînent derrière eux un lourd passif. J'ai expliqué que l'idée générale, c'est de dire que nous partons sur de nouvelles bases et qu'au cas par cas, nous allons prendre des textes pour définir l'étendue de l'amnistie, si on peut appeler ça comme ça. Vu le contexte actuel et au regard des spectacles offerts par ces hommes, la nécessité de tout remettre à plat s'impose afin de repartir sur de nouvelles bases. Léon Folquet et sa suite viennent de recevoir au Comité national olympique basé dans la commune d'Akonda le ministre de la Jeunesse et des Sports. Objectif de la rencontre, faire découvrir aux tout nouveaux venus le rôle du comité local olympique. Retrouvons à nouveau Euphrem Biyogo-Edzo et Fleury Asiondo.
Après ses visites sur le chantier du futur palais de sport de Libreville et au centre équestre cavalier du Gabon, Mathias Koussibadjo et sa suite n'ont pas eu de repos au cours de cette semaine marathonienne avec pour nouvelle étape le comité local olympique. Au cours de la visite, l'hôte du jour a pu s'imprégner du mode de fonctionnement de cet organisme international qui a pour vocation de veiller au bon fonctionnement des disciplines dites olympiques au sein des pays membres pour une meilleure harmonisation des textes qui régissent les différentes fédérations sportives sur le plan national. Le président du comité olympique a notamment émis un vœu qui reste bien sûr à l'appréciation du détenteur du portefeuille du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous souhaiterions, Monsieur le ministre, et ça c'est à votre convenance et à votre appréciation, d'avoir une réunion avec tous les ministres de la Jeunesse et des Sports de la sous-région, avec tous les présidents des comités nationaux olympiques, pour essayer d'harmoniser un certain nombre de points. Et ce sera votre honneur, Monsieur le ministre, si ça pouvait se faire. Donc vous en parlez au chef de l'État, au Premier ministre, mais c'est vraiment bien pour permettre d'harmoniser un tout petit peu tous ces points, tous ces malentendus qu'il y a. Parce que le Gabon n'est pas le seul mal, hein. Il y a d'autres pays qui sont également en déconfiture sur ce plan-là. Donc ça nous permettra un peu de ramener un peu de sérénité. Une visite porteuse d'espoir au moment où plusieurs fédérations sportives traversent de graves crises d'ordre organisationnel dues au non-respect des textes de plusieurs de ces acteurs. Tous aspirent d'ailleurs à pouvoir s'éterniser aux commandes des dites fédérations sans qu'au préalable ne soit consultée la base. On retiendra que le comité olympique est d'abord la boussole qui indique la voie à suivre, mais que le comité olympique est aussi l'élément cadre qui nous définit notre sphère d'action, puisque le comité olympique chapeaute les différentes fédérations qui elles-mêmes renferment les éléments qui pratiquent le sport à l'intérieur du pays. Une collaboration que les deux parties se voudraient franche pour la bonne marche du sport de façon générale. Et avant de boucler cette édition d'information, je vous invite à suivre cette analyse d'Inès Ngunga Mombo sur la problématique de communication des événements sportifs, surtout lorsqu'il n'est pas question de football. Au point où la méconnaissance de tels événements ne connaissent pas l'engouement des grands jours, ce qui traduit le manque de sérieux d'une part des organisateurs qui ignorent, nous supposons, le bien fondé et le rôle des médias dans la communication de leur événement. Le dernier fait en date remonte au samedi 9 septembre dernier, où notre pays a abrité la première édition du championnat d'Afrique interclub de Kouankido qui s'est disputé du côté du Britannique militaire de Libreville, qui a vu la participation de 7 pays africains, notamment l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la RDC, l'Égypte, le Nigeria et le Gabon, pays hôte. Un événement de grande envergure qui n'a été nullement médiatisé, aucun spot publicitaire, et le résultat, les gradins quasiment vides. Se prépare Nico Fitzgerald. Bonne. Tandis que quelques heures avant cette compétition, il y avait la Coupe du ministre de la Défense nationale dans sa 10e édition qui a sanctionné la clôture des activités de l'association de missiles taekwondo. On note l'engouement et la masse des personnes qui ont effectué le déplacement. La garde républicaine va affronter l'adjudant de la gendarmerie nationale. Je vous remercie. Il faudrait aussi souligner que les organisateurs de tels événements doivent amener leurs membres à adhérer massivement et pourquoi pas
à mettre en place une politique adéquate pour amener la population gabonaise à s'intéresser de plus en plus au sport de combat, pour engranger les foules autour de ces différentes compétitions dites nationales et internationales pour la bonne marche du sport gabonais en général. Il serait important que les uns et les autres, lorsqu'ils organisent des événements, puissent voir le plan de communication pour que l'on n'enregistre plus de tels désastres. Nous refermons cette page sportive avec l'association BG Family Basketball de l'Ikwala qui peaufine ses armes pour préparer la saison sportive à venir. C'est à cet effet qu'un stage de formation a été organisé à l'endroit des jeunes durant 3 jours par le président de la dite association. Détails et commentaires avec Yasser Nicolas Ndong. L'association BG Family Basketball de l'Ikwala peaufine ses armes pour les échéances à venir sur le territoire national. Surpris par notre équipe de reporters hier sur leurs propres installations, la grande famille du basketball était en pleine séance de travail. Ici, les activités sont dirigées par un compatriote évoluant lui-même à l'Hexagone. Objectif, donner aux jeunes pousses les bases et les qualités dont ils possèdent. Un match de 3 fois 10 minutes a été effectué afin de juger le niveau des bases acquis. Satisfaits du travail des jeunes durant les 3 jours d'activité, les encadreurs se disent satisfaits et confiants des jours à venir. On évolue donc en championnat départemental. Donc du coup, dans le cadre de mon séjour ici au Gabon, en fait, j'ai découvert donc la structure God Spirit Basket Family, gérée par mon compatriote Laurel, qui m'a donc permis aujourd'hui de pouvoir déjà observer le travail qui est fait sur place et surtout de m'apercevoir qu'on a effectivement des jeunes Gabonais talentueux qui évoluent dans une structure assez intéressante. Et je loue déjà la qualité du travail que fait Laurel parce qu'avec très peu de moyens, il arrive à fédérer une équipe, à fédérer les jeunes qu'on retrouve aujourd'hui mobilisés autour des valeurs communes et surtout qui sont talentueux. Donc aujourd'hui, je suis intervenu sur ce terrain 3 fois, à 3 reprises. Ça m'a permis donc d'apporter une vision. Je suis jeune entraîneur, donc ça m'a permis moi-même déjà de continuer à œuvrer dans ce que j'ai fait déjà au sein de SBO. D'apporter la petite expérience que j'ai en tant qu'entraîneur et d'apprendre aussi donc un autre type de basket, tout simplement un basket local que moi j'ai pas eu l'occasion de connaître en tant que jeune. Les 3 séances que j'ai animées ont été vraiment marquées par des joueurs hyper talentueux, que j'avoue avec un talent on va dire pur tout simplement, qui restent à travailler, qui restent à modeler dans un esprit on va dire de compétitivité parce que je pense qu'il manque un peu cet esprit. Il serait donc important pour nos autorités sportives ainsi qu'à la fédération et à la ligue de mettre un accent sur cette association qui regorge en son sein des pépites qui pourraient dans un futur proche redonner au basketball gabonais ses lettres de noblesse. J'avoue que si des sponsors, si des personnes qui peuvent regarder ce que fait mon compatriote, ça pourrait lui permettre d'aller plus haut, d'avoir des dotations simplement en ballon, en matériel pour que les jeunes de l'Ikwala et peut-être même de tout Libreville qui sont intéressés par les valeurs de God Spirit puissent courir autour de la balle orange, comme on dit. Je serais ravi de revenir ici pour apporter mon expérience et éventuellement aussi d'apprendre aussi parce que j'apporte pas simplement, j'apprends aux côtés des jeunes, j'apprends aux côtés du coach Laurel et c'est une expérience juste extraordinaire. Une note sportive qui met ainsi un point final à cette édition d'information. Merci encore de nous avoir suivis. Au revoir.